Coucou. Bon, ça fait plus d'un an. La thèse, tout ça, je vais même pas vous expliquer. Est-ce que 2021, ça a été aussi pour vous super difficile? On s'était dit 2020, c'est bon, c'est terminé, on arrive en 2021, ça va être super chouette. Mais les gars, moi 2021, j'ai eu l'impression d'être le petit chaperon rouge dans la forêt, avec le loup, avec la grand-mère. Et on est sur la version Perrault, pas la version Grimm. Il y a personne pour venir te sauver à la fin. Du coup, je me suis dit que j'allais me sauver moi-même, que j'allais pas attendre le bûcheron. J'ai bossé, j'ai terminé ma thèse, et maintenant, je reviens. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous voudrez bien m'accueillir à nouveau, et qu'on va pouvoir parler ensemble de ces merveilleuses histoires qui ont peuplé notre enfance. C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. On s'était donc arrêté avec le conte de la Belle et la Bête à la version de Gabriel de Villeneuve. Et là, on enchaîne sur une autre version du XVIIIe siècle, la version la plus connue du conte, celle qu'on vous a déjà racontée, celle dont Disney s'est inspiré, Cocteau avant ça. C'est la version, bien évidemment, de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, qui a été publiée en 1756 dans le recueil Le Magasin des enfants. Du coup, je vais vous faire un petit résumé du conte. Et puis ensuite, on parlera de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, ma championne, vraiment, vous allez comprendre. Et puis ensuite, on passera à l'analyse du conte, comme d'hab. Allez, on est parti. Donc, pour le résumé, vous allez voir qu'il y a pas mal de différences avec l'histoire de Gabriel de Villeneuve, pour la simple et bonne raison que Gabriel de Villeneuve a écrit un roman, Jeanne-Marie le Prince de Beaumont a écrit un conte, c'est très court. Vraiment très court, et on la remercie de nous avoir épargné les digressions qui pouvaient se trouver dans l'œuvre de Madame de Villeneuve, sans aucun jugement pour Madame de Villeneuve, enfin quand même un peu. Mais voilà. Donc du coup, nous voilà avec un marchand, pas de maman, juste le père, qui a 3 fils et 3 filles, qui est très prospère. Ses filles du coup jouissent d'une très belle réputation, vont dans le monde, notamment les 2 aînés, pas vraiment la plus jeune. Ses fils vivent une vie somme toute assez normale, on n'en entend pas trop parler. Et puis un jour, il perd toute sa fortune et il est obligé de déménager à la campagne avec toute sa famille et de revenir à une vie plus frugale, plus manuelle, avec notamment, on parle de travail de la terre, tout ça, et donc de vivre de manière plus simple, tout simplement. Et donc il a 6 enfants. Les garçons, on va pas trop en entendre parler pendant tout le conte. Ils sont là sans vraiment être là, comme avant en fait dans les autres versions. Par contre, les filles, en effet, on en entend beaucoup parler. Il y a donc les 2 aînées qui sont belles, mais qui sont envieuses, qui sont manipulatrices, qui sont cupides. Et on a la petite dernière qu'on appelle la belle, parce que si ces 2 sœurs sont belles, elle est encore plus belle que les sœurs. Et du coup, elle est donc appelée la Belle. On ne connaît pas son prénom. Et la Belle, elle est douce, elle est bonne, elle est gentille, elle est humble, cultivée, tout ça quoi. Elle a tout ce qu'il faut. Ce qui fait que quand son père perd sa fortune, elle a encore des demandes en mariage, mais elle les refuse pour rester avec son père, ce qui n'est pas le cas de ses sœurs qui pensaient pouvoir se marier à des hommes riches et se rendre compte qu'en fait, ils étaient gentils avec elle que parce qu'elles avaient de l'argent. Un beau jour, on apprend que les navires du marchand sont en fait revenus au port et qu'il se peut que la fortune revienne dans la famille. Le marchand décide donc d'aller au port de la ville et, en partant, demande à ses enfants s'ils veulent des présents. Les 2 aînés, les 2 filles, demandent des cadeaux. Beaucoup de cadeaux, des pierreries, des bijoux, des robes, des tissus, enfin voilà. Elles y vont plein pot. Et ensuite, la Belle, elle, pour ne pas faire celle qui ne demande rien, demande une rose à son père. Le marchand part, pas de chance. En fait, ce qui se trouve sur ces bateaux sert à payer ses dettes, et donc il revient bredouille. Et il se perd dans la forêt, il neige, il a peur des loups, et donc du coup, pour s'abriter, il trouve un château, une demeure assez incroyable, dans laquelle il rentre et qui s'ouvre à lui comme par magie. Là, il y a un repas qui est servi, il peut repartir le lendemain matin, il dort sur place,
il ne croise personne, à nouveau un repas est servi, et puis il peut donc partir comme il est venu. Et en partant, il passe par le jardin, et là il trouve des roses magnifiques, et il se souvient de ce que Belle lui a demandé, et donc il cueille une rose. À ce moment-là, apparaît la bête. Une bête qu'il n'avait donc pas vue jusqu'alors, une bête horrible qui lui dit qu'il vient de commettre l'acte irréparable d'avoir volé ses roses, puisque ces roses sont ce qu'il aime le plus au monde, et donc il le condamne à mourir. Le père lui demande le pardon, il l'implore de l'épargner, lui dit qu'il a une famille. À ce moment-là, la bête lui dit « Très bien, et bien dans ces cas-là, une de tes filles devra prendre volontairement ta place. Tu as 3 mois pour retourner chez toi, et soit une de tes filles revient, soit c'est toi qui reviendras pour mourir. » Le père repart avec dans l'idée de profiter des 3 mois qu'il a encore de vie avec ses enfants, et puis de revenir pour mourir. Il raconte tout ça en arrivant, on verra au passage qu'il culpabilise pas mal sa fille Belle, et Belle décide donc d'aller prendre la place de son père, et de se sacrifier pour sauver son père. Ils partent au bout de 3 mois tous les deux, le père et Belle, ils passent la nuit là-bas, le père s'en va, Belle reste, et en fait, au fur et à mesure, elle se rend compte que la bête n'a nullement l'intention de la tuer. On lui donne un peu tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire des livres, un clavecin, de la musique. Et elle se rend compte aussi que la bête n'est pas si méchante que ça. Malheureusement, tous les soirs, alors qu'elle commence à apprécier sa compagnie, tous les soirs, il lui demande si elle veut bien l'épouser, et Belle refuse à chaque instant. Un jour, elle regarde dans un des objets magiques qui est à sa disposition et voit que son père est malade, et elle décide donc de demander à la bête de rentrer chez elle pour pouvoir aider son père. La bête accepte, lui donne 10 jours de délai et lui dit que si elle ne revient pas dans 10 jours, il mourra. La bête, pas le père. Et donc du coup, la belle promet de revenir, elle part, et puis en fait, elle reste un peu plus longtemps parce que ses sœurs font en sorte qu'elle reste. C'est pas la belle qui veut rester, c'est les sœurs qui la culpabilisent, et donc la belle commence à rester un peu plus longtemps, mais elle se rend compte que la bête lui manque, et donc elle décide de rentrer après un rêve dans lequel elle voit la bête mourir. En tout cas, sur le point de mourir. Elle rentre, et elle trouve en effet la bête sur le point de mourir, et là, elle décide de lui accorder sa main, et la bête se transforme en un prince merveilleux qui lui dit donc qu'il avait été maudit par une méchante fée et que la belle vient de le délivrer de ce sort et que du coup il va l'épouser et qu'ils seront tous les deux les dirigeants d'un royaume féerique. Là, une cérémonie de mariage est tenue dans laquelle une bonne fée arrive, une bonne fée qui était apparue rapidement en rêve avant à Belle et qui lui dit qu'elle vient d'avoir sa récompense, donc le mariage, puisqu'elle a été d'une bonté incroyable. Voilà. Et les sœurs sont changées en statues de pierre, postées à l'entrée du château. Elles ont tout leur esprit, et donc elles sont condamnées à être prisonnières de ces statues pour l'éternité, tant qu'elles n'auront pas changé leur âme, en fait, tant qu'elles n'auront pas fait preuve de remords et de bonté et d'humilité. Voilà, c'était le conte. Alors je l'ai fait en très rapide parce que c'est un conte qui est connu, c'est la version la plus connue, et je pensais qu'il valait mieux qu'on ait du temps pour l'analyse. C'est quand même mieux. Donc voilà pour le résumé. Maintenant on passe à Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, et vous allez voir qu'elle a eu une vie, somme toute, assez peu normale pour une femme au XVIIIe siècle. Jeanne-Marie le Prince de Beaumont est née le 26 avril 1711 et est morte le 6 décembre 1776. Son vrai nom c'est Marie-Barbe le Prince, et sa profession, institutrice, puis gouvernante. En premier mariage, elle épouse un artiste joueur et débauché qu'elle va épouser parce qu'il lui donne la possibilité de se produire sur scène. Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, c'était une artiste. Et donc là, elle a eu la possibilité d'être une réelle artiste, une artiste à part entière, on va dire. Et donc du coup, elle l'a saisie. Le fait est que son mari est trop infidèle, trop joueur. Elle le quitte et elle part en Angleterre en 1748 où elle va rester 17 ans. Là-bas, elle est gouvernante pour les jeunes filles de très bonnes familles britanniques et elle va en fait rencontrer plusieurs hommes. Donc d'abord un contrebandier avec qui elle vit en ménage et qu'elle fait passer pour son mari, mais elle ne l'épouse pas, sachant que son premier mariage était en fait un mariage nul, donc c'est très compliqué tout ça. Mais donc du coup, elle a ce premier mari, ce deuxième du coup faux mari qui s'appelle Antoine Glimard et qui est le marquis de Beaumont.
Donc le nom qu'elle prend, c'est le nom de cet homme. Puis elle vit en concubinage avec un traître exilé de France, donc il est français, il est traître à sa patrie, et donc il vit en Angleterre, et elle va vivre avec lui pendant pas mal d'années aussi, et qui s'appelle Thomas Pichon. Pendant qu'elle est en Angleterre, elle publie des recueils de contes qui sont en fait des traités destinés à l'éducation des jeunes filles, dont le plus connu qui est le premier, Le Magasin des enfants, publié en 1756, mais elle va aussi produire des suites comme Le Magasin des adolescents, tout ça, enfin voilà. Mais son recueil le plus connu reste le premier, Le Magasin des enfants. Dans le cas de figure, La Belle et la Bête. Une fois qu'elle a fini sa vie en Angleterre, elle rentre en France avec sa fille légitime, qu'elle a fait longtemps passer pour sa nièce, Elisabeth. Donc elle retourne en France, et là elle vit avec un directeur de conscience. Voilà. Et ensuite, elle déménage avec sa fille et son mari en Bourgogne, où elle décède à Avallon le 6 décembre 1776. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour la vie de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas vraiment eu une vie très commune et très consensuelle pour une femme du XVIIIe siècle. Et en fait, vous allez voir que son conte, c'est un conte extrêmement moral et moralisateur, qui est plein de bons sentiments, qui est plein de codes, de vertus, de règles, de sacrifices, d'idées de martyr, de culpabilisation. Et en fait, on se demande un peu pourquoi elle a écrit ça. Est-ce qu'elle essayait de se donner une image? Est-ce que c'est la vie qu'elle aurait aimé mener et en fait elle n'a pas pu? Est-ce que c'est un peu un côté Dr Jekyll et Mr Hyde? Et encore, parce que ça voudrait dire que sa vie qu'elle a vécue, c'est pas forcément bon. Et donc du coup, voilà, on se demande un peu pourquoi une telle différence entre sa vie et ce qu'elle prône dans ses contes. Bien évidemment, ses contes, c'est aussi une manière pour elle de vivre et d'asseoir sa position de gouvernante de très bonne famille, puisque dans ses contes, elle instruit les jeunes filles. Donc il y a vraiment aussi une dynamique pédagogique et une envie peut-être de pérenniser le savoir qu'elle apporte, qu'elle donne, qu'elle partage avec tout simplement ses élèves. Donc voilà pour Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, un personnage très très intéressant. Et je suis un peu en train d'essayer de trouver plus d'informations sur elle, et notamment des bios et tout, parce que j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur elle, elle m'intrigue énormément. Et je me rends compte que c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant. Et donc voilà pour Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Et maintenant, passons à l'analyse. Alors, on va commencer avec le personnage de la bête, comme toujours. La bête, dans ce conte, n'a pas de description physique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Gabrielle de Villeneuve, on nous parlait d'une trompe d'éléphant, de ce genre de choses. Là, on ne décrit pas la bête, on décrit juste l'aura qu'il produit, les sentiments qu'il déclenche, à savoir des sentiments de terreur, et on dit aussi qu'il est laid. Lui-même se décrit comme laid, il se décrit comme sans esprit. C'est quelqu'un qui va s'auto-flageller tout au long du livre. C'est assez incroyable à quel point il s'auto-flagelle. Ça va être très repris par Cocteau. Moins par La Belle et la Bête version Disney, on le verra. Il y a quand même un peu de ça, mais Cocteau va vraiment reprendre ce côté un peu soumis même de la bête, d'un animal qui s'en veut. Enfin, il y a quelque chose de vraiment assez à la fois touchant, mais aussi qui produit un sentiment de malaise quand on lit le conte et ensuite quand on voit la bête en image chez Cocteau. Et donc, cette bête qui donc s'auto-flagelle constamment, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de beauté, c'est une bête qui est quand même assez douce, assez gentille. Bon, alors, comme d'habitude, je précise, on se rappelle qu'il tient une belle prisonnière et que pour qu'elle vienne, il a menacé son père de mort. Donc, on n'est pas non plus sur le mec le plus gentil du monde, hein, c'est pas ce que je dis. Mais les sentiments qu'il éprouve pour Belle, la manière dont il la traite, il y a une espèce comme ça de soumission, de déférence à l'égard de la Belle qui est assez présente dans le conte. Pour moi, la bête de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, c'est une bête un peu sans saveur. Il lui manque quelque chose, on sent bien que ça n'est pas du tout le personnage principal du conte et que c'est juste un outil pour montrer à quel point la Belle est un être vertueux et est un être moral et un modèle qu'on devrait tous suivre.
Je rappelle que ce conte se destine aux jeunes femmes, donc en fait, Jeanne-Marie le Prince de Beaumont met l'accent sur le personnage féminin, qui est donc le personnage principal du conte. On a aussi un aspect très intéressant chez Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, c'est que, vous vous souvenez, chez Gabrielle de Villeneuve, il y avait un amant qui apparaissait en rêve à la Belle, et la Belle s'était épris de cet amant, et elle l'avait vu sur les tableaux dans le château, et en fait, on apprenait à la fin que l'amant des rêves, c'était la version humaine de la Bête qui rendait visite à la Belle dans ses songes. Là, ça disparaît complètement. La dualité qu'on avait entre l'amant et la Bête disparaît, ce qui fait aussi que la Bête perd un peu en dimension. Et à nouveau, on se refocalise sur la Belle parce qu'en fait, là où la Belle de Gabrielle de Villeneuve pouvait être un petit peu immature, un petit peu crédule avec cette histoire de l'amant, ça s'est balayé et donc du coup ça permet de se reconcentrer sur le côté très vertueux de la Belle. Donc la Bête, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un très bon outil pour nous aider à comprendre quelle est la véritable fonction aussi de la Belle et quelle est sa quête. Maintenant du coup parlons de la Belle. Elle ouvrit cette porte avec précipitation et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. La Belle, elle est, comme dans toutes les versions, très belle. À nouveau, elle est désignée par sa beauté physique. On ne connaît pas son prénom, son identité, c'est son apparence. Elle est aussi éduquée, on le sait, on a un extrait qui nous dit qu'elle lit, elle joue du clavecin, elle maîtrise la musique, c'est aussi quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de déterminé. Elle a un caractère assez affirmé, elle s'impose par rapport à son père, mais elle s'impose dans le sacrifice, elle a du mal à s'imposer autrement. Et puis, elle est aussi un petit peu moins mise à l'épreuve que chez Gabrielle de Villeneuve. Il y a tout simplement moins de péripéties dans le conte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Et elle est donc, comme je vous l'ai dit, plus mature, moins niaise, disons-le clairement, et moins crédule. La Belle se caractérise par sa capacité à se sacrifier, son côté martyr. Tout au long du texte, on va saluer à chaque fois qu'elle va se sacrifier pour les autres. Donc, elle se sacrifie en premier lieu quand son père perd sa fortune, elle peut se marier et donc elle peut se sauver de cette vie simple, de labeur qui l'attend, mais elle décide de rester pour rester avec son père et sauver son père et s'occuper de son père. Puis quand le père rentre, tout de suite, elle n'hésite pas, elle veut à tout prix aller se sacrifier et elle dit même qu'elle ne tient pas trop à sa vie, en gros qu'elle s'en fiche, que elle, ce qu'elle préfère, c'est sauver son père. Et donc il y a même une petite dimension assez suicidaire dans cette capacité à se sacrifier. C'est-à-dire qu'elle est prête à mourir parce qu'elle n'aime pas la vie. Parce que ce qu'elle préfère, c'est les autres. En ce moment, on entend parler beaucoup de self-love, donc de s'aimer soi-même, de s'apprécier à sa juste valeur. Belle, tout ça, pas du tout. Le self-love, ça s'est pas passé par elle. Elle part du principe que sa valeur réside dans sa capacité à s'occuper des gens qu'elle aime. C'est tout. C'est une sauveuse. C'est une sauveuse et c'est sa seule et unique mission de vie. Elle ne conçoit pas qu'elle puisse avoir une vie pour elle-même. Donc il y a ça, et puis bien évidemment aussi, elle est prête à épouser la Bête parce qu'elle se rend compte qu'en fait, il vaut mieux avoir un mari bon, un mari gentil, qu'un mari beau et avec de l'esprit. Et donc elle se dit au final que puisque son père ne va pas mourir, puisqu'en fait au final il peut vivre seul, eh bien elle peut épouser la Bête et ça ira très bien. Et en fait, quand elle se rend compte que en plus elle le sauve, alors là, jackpot. Et en fait, la fée qui vient toujours la voir là, lui dit toujours tu auras ta récompense, et à la fin elle lui dit bravo, viens récupérer ta récompense. Donc il y a vraiment une idée tout le long du texte que la Belle, elle n'est là que pour les autres. Qu'elle va pouvoir s'élever, et non pas en termes de caste et tout, ça n'a pas vraiment d'importance chez Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, mais s'élever moralement en s'oubliant, en fait. Et je trouve ça assez fou. Et tout le monde la culpabilise. La Bête, quand elle arrive, il lui dit « je suis en train de mourir à cause de vous ». Le père,
Prends cette rose, Belle, elle me coûtera bien cher. Les sœurs, bien évidemment, qui en abusent et en réabusent. Elle-même, bien sûr. Enfin, tout le monde, il n'y a personne autour d'elle qui lui dit « Mais Belle, mais prends soin de toi. Mais Belle, mais tu mérites de t'aimer, en fait. Et tout simplement, tu mérites d'aimer, même. » Personne ne lui dit ça. Tout le long du conte, elle est là pour se sacrifier et elle y prend plaisir. C'est ultra malsain. Quand on prend du recul, non seulement on a un syndrome de Stockholm, mais en plus on a un peu un syndrome Jésus-Christ, quoi. Et c'est pas très bon pour un être humain. Donc du coup, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et donc le côté martyr de Belle peut être perçu comme quelque chose, évidemment, de complètement anti-féministe. Ça, c'est évident. Mais aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est que Belle sauve et son père et la bête. C'est la femme qui sauve les hommes. Personne ne la sauve elle. Et en fait, en faisant ça, elle se procure un statut, elle se procure une vie qu'elle a envie de mener. Et donc, dans un sens, elle se sauve, oui et non, mais en tout cas, elle se garantit une vie qui lui fait plaisir. Elle se crée son bonheur, qui passe par les hommes, ça c'est évident, on est au 18e. Mais il y a quand même une démarche derrière où on dit aux jeunes filles, par la bonté, par les valeurs morales, par la vertu, tu peux te créer la vie que tu souhaites. Mais bon, la vie que tu souhaites doit forcément être une vie vertueuse et morale et belle. Donc c'est un peu contradictoire tout ça, très paradoxal, mais il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est vrai que c'est ça qui est toujours très intéressant dans les contes de fées. On peut pas les mettre dans des cases. Bon, déjà parce que toutes les étiquettes là que je mets, tous les principes que je cite, les mouvements, tout ça, c'est forcément complètement anachronique. On est en 1756. C'est évident que Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont ne va pas écrire avec la même idée que nous. Mais avec un regard 21e siècle, quand on lit ce conte, on se dit qu'il y a quand même plusieurs manières de l'interpréter. Et du coup, pour les versions 20e, donc Cocteau, et la version dessin animé de Disney, mais aussi pour la version 21e siècle, c'est super intéressant, celle de 2017, le live action de Disney. C'est super intéressant de regarder un peu tous ces niveaux d'interprétation pour voir après comment ils ont été traités par les scénaristes qui ont adapté l'œuvre. D'ailleurs, on verra avec la version donc, de Bill Condon de 2017 que, bon, peut mieux faire. c'est... Mon Dieu. Donc voilà, et je parle en tant que vrai aficionado de Disney, hein, mais alors là... Mais bon, on verra ça ensemble dans 2 épisodes. Donc voilà pour l'hyper-culpabilisation présente tout au long de ce conte. Maintenant, on va parler de mon sujet favori par rapport à la version de Le Prince de Beaumont. Le sujet qui m'a valu, parce que donc j'enseignais un cours sur le conte à l'université, et c'est le sujet qui m'a valu un débat extrêmement mouvementé en cours, parce que, en fait, c'est donc des ados, hein, c'était des premières années, qui voyaient La Belle et la Bête comme un conte absolument magique, qui prônait l'amour véritable, l'amour au-delà des apparences. Et en fait, dans le conte de Madame le Prince de Beaumont, il n'est jamais question d'amour. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance, et la bête a toutes ses bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. Et on va voir ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la relation de la belle et de la bête n'est pas une relation d'amour, c'est une transaction. Et c'est une transaction qui leur assure à chacun ce qu'ils veulent. La belle, son statut de martyre ultime et de sauveuse incroyable, et donc de femme vertueuse, bonne, je vous la refais pas, et la bête, bien évidemment, ça lui permet de regagner son apparence humaine et sa vie de prince d'un endroit féerique, enfin, magique. Donc, il y a un échange comme ça, et tous les deux se retrouvent dans cet échange. Et donc, je vais vous lire 2 extraits qui sont assez incroyables. Le premier, c'est donc la belle qui dit « Je n'ai point d'amour pour elle, pour la bête, mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. » Donc ça, c'est quand elle réalise qu'elle veut rentrer de chez son père pour aller voir la bête retourner au château. Et le deuxième, donc elle vient de dire ça, elle rentre et là, elle lui dit « Non ma chère bête, vous ne mourrez point, vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main
et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir. Voilà. Et ensuite, la bête lui dit « Une méchante fée m'avait condamnée à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser, et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère, et en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. » La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Et enfin, la récompense qu'elle a, ce n'est pas la récompense de l'amour, la fée lui dit « Vous allez devenir une grande reine, j'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. » Comme ça, c'est clair. Et à la fin, donc, la phrase qui termine le conte, c'est « Ses sujets le virent avec joie », donc les sujets de la bête, et il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps, et dans un bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu, pas sur l'amour. Pas d'amour en fait. Elle le dit, je n'ai point d'amour pour la bête. Et même quand elle se rend compte qu'en fait c'est pas que de l'amitié, elle dit juste qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Ça c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour. Il y a nullement présence du mot amour dans ce conte. Il n'est présent uniquement que quand la belle dit qu'elle n'en a pas pour la bête. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de sauvetage. Et de sauvetage de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que la belle se sauve quand même d'une famille extrêmement toxique. Le prince se sauve, enfin la bête, de son statut de prince maudit. Mais c'est tout. En fait, il n'y a pas d'amour du tout. C'est une transaction. Et une transaction qui leur apporte le bonheur. Et ce que veut dire Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, c'est qu'il n'y a pas besoin d'amour pour qu'il y ait du bonheur. Pour qu'il y ait du bonheur, il faut du respect, de la vertu, de la bonté, et aller au-delà des apparences. Pour les femmes, hein. Parce que lui, qui devait le sauver, c'est une belle fille. Donc lui, non, il va pas au-delà des apparences. Lui, il faut qu'elle soit belle. Mais elle, il faut surtout que son mari soit gentil. Et c'est génial. Et donc, du coup, c'est toujours un peu pareil quand même. Bref, et je vais pas lancer un débat, je vais avoir le même problème que dans ma salle de classe quand j'étais à l'université. Enfin bref. Et donc, du coup, c'est quand même assez incroyable, quoi. On nous le vend comme une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. C'est ce qu'a fait Disney, en fait. Disney a créé ça. Cocteau, on verra, c'est chaud aussi. mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'échange, de partage, de bonheur, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas d'amour, en fait. Ils ne s'aiment pas. Et c'est quand même assez génial. C'est que jusque-là, l'amour sauvait. Hein. On sait que dans Disney, ce qui sauve la bête, c'est quand elle s'allonge sur lui et elle lui dit « mais je t'aime ». Et en fait, là, feu d'artifice, transformation et prince. Et en fait, non, pas du tout là. Donc du coup, c'est là qu'on se rend compte en fait que Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, elle éduque des jeunes filles à se créer un environnement, on va dire sain, un environnement sécurisé et sécurisant, et un environnement dans lequel les femmes peuvent prospérer et peuvent se retrouver bien avec elles-mêmes. Il y a quand même une petite mise en garde à la fin, c'est la fée qui dit « Voilà, maintenant vous allez pouvoir être une grande reine, attention de ne pas perdre vos vertus en étant sur ce trône. » Donc il y a la mise en garde quand même du pouvoir. Mais du coup, il y a une idée que, voilà, il y a le pouvoir qui arrive. La belle obtient un pouvoir, et c'est ça qui compte. Et en fait, quand on voit la vie de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, qui a l'air d'avoir eu, à mon avis, plus des relations passion que des relations vertu, qui a l'air d'avoir vécu aussi pour les transactions, hein, parce que, comme je vous disais, en fait, son premier mari lui sert à assouvir ses besoins et ses envies artistiques. Le fait est que on sent que Jeanne-Marie le Prince de Beaumont éduque les jeunes filles pour avoir des vies plus rangées, mais des vies aussi plus stables. Et c'est vrai que la stabilité, c'est pas ce qui caractérise la vie de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Donc peut-être que c'était ce à quoi elle aspirait en fait. Et ça, c'est vraiment ma lecture du texte. Donc voilà un peu pour cette histoire d'amour et de transaction. Et puis, quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est le manque de magie dans le texte. Il y a quelques éléments magiques, bien sûr, il y a la bague, le miroir qui lui permet de voir son père et qui bien évidemment nous rappelle ce que va faire Disney et ce que va faire aussi Cocteau avec ce miroir, mais il y a beaucoup moins de magie que chez Gabrielle de Villeneuve. Chez Gabrielle de Villeneuve, on avait les fenêtres magiques, les singes, il y avait tout un vocabulaire du merveilleux comme ça.
qu'on a beaucoup moins dans le texte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Il y a évidemment un côté féerique, on est dans un conte de fées, vraiment, hein, il y a des fées du coup, et puis il y a aussi une idée de quelque chose d'un peu comme ça étrange, d'un peu familier mais à la fois qu'on ne peut saisir. Ça, c'est un principe qui a été défini par Freud, le principe de l'uncanny. Ce conte, voilà, je ne considérais pas comme forcément magique, mais plus uncanny, c'est-à-dire ce côté un peu familier, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir, il y a quelque chose qui dérange un peu, quelque chose qui éveille une sorte de soupçon et de mise en garde un peu comme ça. Donc cette magie qui est là, c'est pas une magie qui émerveille, c'est une magie qui sert une histoire. Contrairement à Gabrielle de Villeneuve, où là, on avait vraiment un vocabulaire très riche, quelque chose de vraiment incroyable. Là, c'est pas trop le cas, en fait. Une fois de plus, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont ne met pas l'emphase sur ça. Elle se sert du conte pour apprendre. Elle se sert du conte pour transmettre. Elle se sert du conte comme un outil pédagogique. À partir de ce moment-là, évidemment, l'écriture diffère et donc, du coup, on n'a pas le même rendu. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant avec cette version, c'est que on s'attend à un conte de fées incroyable, ce n'est pas le cas. On s'attend à une histoire d'amour, ce n'est pas le cas. On s'attend à une belle un peu fragile comme ça, à une jeune femme un peu rêveuse comme ce qu'on avait eu jusque-là, ce n'est pas le cas. On s'attend à une bête féroce, dominante, un peu effrayante comme ça, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu un conte qu'on a tous en tête, qu'on nous a tous raconté quand on était enfant, dont on a vu les adaptations, et donc on a tous ces espèces d'attentes comme ça, ces idées toutes faites sur le conte, et en fait, quand on lit bien le conte, il n'y a rien de ce qu'on nous a vendu. Donc c'est quand même assez incroyable. Maintenant, c'est un très beau texte. C'est un texte qu'il est nécessaire de lire quand on veut un peu comprendre la transmission de l'histoire, la transmission du conte, le conte comme outil pédagogique, bien évidemment, la transformation de l'oralité vers un conte écrit. Alors bon, La Belle et la Bête, on est sur un très bel exemple d'un conte qui a toujours été écrit, puisque, comme vous le savez, si vous avez suivi les autres épisodes, La Belle et la Bête remonte au IIe siècle après Jésus-Christ avec la version de Amour et Psyché d'Apulée. Mais du coup, on est quand même sur un conte qui, pour moi, traduit très bien les enjeux d'un siècle. Et je trouve ça génial que ce soit un conte de femmes, puisqu'on a quand même un personnage féminin assez important et assez essentiel dans la construction des contes de fées. La Belle est à part. Autant Cendrillon, Blanche-Neige, on en a 1000 versions, et à chaque fois, c'est des créatures un peu passives. Autant La Belle, il y a quand même plus de profondeur dans ce personnage, et elle a quand même plus la capacité de changer les choses et de prendre en main son destin, tout en étant prisonnière, hein, bien évidemment. Mais on sent que c'est un personnage qui est tout simplement plus en capacité de faire quelque chose, et c'est tout simplement un personnage principal, un vrai, quoi. Donc du coup, c'est ce que j'aime énormément dans ce conte, et c'est pour ça que c'est un de mes contes préférés avec Barbe Bleue. C'est parce que c'est vraiment un conte où on voit un peu un personnage féminin fort, malgré tout, un personnage féminin capable de beaucoup de choses, et notamment de sauver les personnages masculins du conte. Donc elle est inspirante, hein. Alors pas complètement, il y a des choses à laisser, mais elle est inspirante, belle. Donc voilà pour La Belle et la Bête. C'était une reprise que j'ai voulu très détente, peut-être un peu moins construite que les autres épisodes. Pourtant, j'ai beaucoup plus écrit mon script et tout, mais en fait je me suis laissée porter et j'espère que ça vous plaira. J'avais envie de revenir comme on revient chez des amis et on prend un café et on se raconte un peu ce qui s'est passé. Donc j'espère que ça vous plaira, et puis le prochain épisode va être dédié à Cocteau et à son adaptation cinématographique qui est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, mais jetez-vous dessus, c'est magnifique. Vous allez voir, on a des inspirations, bien évidemment du conte, mais aussi Cocteau va beaucoup s'inspirer des gravures de Gustave Doré pour les contes de Perrault. C'est sublime. Jean Marais est incroyable, Josette Day est incroyable. Vraiment, enfin, si vous pouvez aller le voir. Et puis c'est aussi la création du fameux duo diabolique. Chez Disney, vous les connaissez sous le nom de Gaston et le Fou. Et bien chez Cocteau, c'est lui qui les a créés, et c'est Avenant et Ludovic. Et rien que pour ça, vraiment, il faut regarder parce qu'ils apportent quelque chose. Et enfin, dernière petite chose qui pourrait vous donner envie de le regarder, la représentation de Diane et l'importance de Diane Chasseresse dans ce conte, et les références à d'autres contes de la mythologie comme Actaéon, c'est merveilleux, vraiment. Cocteau a fait un travail génialissime. Vous le savez, c'est un poète, et là, vraiment, on entre dans son monde avec
délectation. Donc si vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir regarder La Belle et la Bête, faites-le, vraiment. Et nous, on se retrouvera en tout cas pour en parler dans le prochain épisode qui arrivera plus tôt que celui-ci. Donc voilà, on reprend avec un épisode par mois. Ce sera pas mal. Hein. Et puis voilà. Et ensuite, le dernier épisode de La Belle et la Bête sera dédié aux 2 versions Disney. J'espère que je vais pouvoir mettre de la musique, même si je suis pas sûre que j'ai le droit. Et franchement, ce serait bien quand même, parce que elle est incroyable cette bande originale. Enfin bref, allez, je vous laisse tranquille. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes contents de cet épisode. Moi, je suis super contente de vous retrouver. On se retrouve comme d'habitude sur toutes les plateformes, mais aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes où vous pouvez. Donc il y a Apple Podcast notamment. Je crois que on peut en laisser aussi sur Google Podcast. Enfin bref, voilà. Et si vous pouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai reçu plein de messages pendant cette année et ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a tellement touchée. Donc voilà. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Donc à la prochaine et je vous souhaite en attendant de belles journées. Au revoir!